En fait, je vais commencer. J'ai été nommée pour vous installer un petit peu, de mettre un peu la table sur ce que c'est la double problématique dépendance, bien que ce soit pas le dépendance et maltraitance, bien que ça soit pas ici le cœur du projet. Quand on pratique avec des parents dépendants, comment on fait pour définir ce que c'est des bonnes habiletés parentales? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on peut dire, ah oui, ce parent-là, il a des bonnes habiletés parentales, il va pouvoir prendre soin de son enfant, puis il va pouvoir le protéger, s'en occuper, etc., etc. Malheureusement, j'aurais voulu vous arriver ce matin avec une réponse toute faite et une belle définition, mais il n'en existe pas. Le consensus n'est pas établi dans la littérature pour la simple et bonne raison que c'est, vous allez le voir tantôt, on vous a préparé un petit schéma, c'est pour la simple et bonne raison que trop de variables différentes viennent interférer dans cette relation-là entre la dépendance et les pratiques éducatives et la parentalité pour qu'on puisse dire, ah oui, ben ça sera un parent qui fait ça, ça sera un bon parent. C'est difficile à statuer. Puis de là, ben, le rôle que vous avez, effectivement, qui devient difficile aussi, puisqu'on est toujours en train d'interpeller votre jugement clinique, à savoir, sais-tu bien, sais-tu pas bien, puis sur quoi? C'est un peu le volet 2 de notre recherche. On a tenté de voir avec des intervenants comment on fait pour décider dans notre tête que c'est bien ou c'est pas bien, que ce parent-là, on peut laisser les enfants puis ils vont être en sécurité ou idéalement, on devrait retirer les enfants ou sur quoi on devrait travailler pour améliorer leurs compétences parentales. Alors, on sait par contre qu'être parent, c'est de répondre à des besoins de base de son enfant. On sait qu'être parent, c'est être capable d'assurer la sécurité de son enfant, de développer une relation chaleureuse avec lui, donc ici, toute la notion d'attachement, qui est capable aussi de stimuler son développement intellectuel à l'enfant, de mettre des limites, donc un bon parent, c'est un parent aimant, mais c'est aussi un parent encadrant, et qui est capable d'offrir un milieu stable à son enfant. Là, j'imagine, si vous avez beaucoup d'expérience avec les parents dépendants, vous lisez ces définitions-là, puis vous dites « Oh my God! » Hein, c'est pas toujours au rendez-vous avec les parents qu'on a tous ces critères-là. Naturellement, il n'y a pas une bonne puis une mauvaise façon d'assurer la sécurité de son enfant. C'est tous, encore une fois, je vais complexifier la relation, ce sont tous un continuum, hein, c'est tout sur un continuum. Puis quand on décide qu'un parent n'est plus en mesure ou que ce qu'il assure à son enfant, c'est pas assez sécuritaire, puis qu'on devra se substituer à lui pour un petit bout de temps, vous voyez, pour chacun des besoins de l'enfant qui est là, on pourrait se poser exactement la même question. Donc, puis vous pourriez même vous les appliquer si vous avez des enfants. Hein, ce que moi j'applique, parce que moi je dis toujours la même phrase. On fait souvent un lien entre parents dépendants et négligence, mais malheureusement, il y a des parents qui ne consomment pas du tout puis qui sont très négligents aussi. Puis il y a des parents qui consomment puis somme toute arrivent à tirer leur épingle du jeu puis à répondre à tous ces besoins-là de leur enfant. Donc, qu'en est-il donc des parents qui ont une consommation problématique? C'est ça. OK, c'est bon. C'est ça que j'aime pas de l'animation, c'est que je sais jamais où ça s'arrête. C'est bon. Alors, on sait qu'11% des motifs de signalement retenus par la protection de la jeunesse concernent des pères ayant une consommation problématique et 23% concernent des mères ayant une consommation problématique. C'est donc dire que la co-occurrence entre les deux problèmes, là, elle est bien présente puis elle est là. On sait aussi que 27% des pères et 43% des mères pour qui un signalement à la protection de la jeunesse a été retenu présentent en comorbidité une consommation de psychotropes. Puis là, on ne va pas parler d'une consommation occasionnelle ou récréative, on va parler d'une consommation qui est problématique. Alors, la présence d'une consommation problématique dans la vie d'un parent comme parent augmente effectivement le temps de séparation. On a comparé le temps de séparation de placement chez des enfants dont le parent consommait versus le temps de placement chez des enfants dont les parents ne consommaient pas, Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand le parent consomme, le temps de séparation est beaucoup plus long entre le parent et l'enfant, donc avant qu'il revienne dans son milieu naturel. Puis, ce qu'on remarque aussi dans la littérature, qui n'est pas sur l'acétate, mais que souvent, malheureusement, c'est qu'il y a des placements à répétition aussi souvent dans la vie de ces enfants-là. Alors, on sait que 38% des adultes qui arrivent dans les centres de réadaptation en dépendance au Québec sont des parents.
Donc, une personne sur 3 qui arrive dans un centre de réadaptation en dépendance sont parents d'un enfant de moins de 17 ans. Ensuite de ça, 20%, quand on leur a demandé, l'IGT peut-être maintenant le game, mais peu importe, quand on leur demande, est-ce que vous aimeriez avoir de l'aide comme pour votre parentalité, alors il y a 20% qui manifestent un besoin réel d'aide à ce niveau-là, pas juste au niveau de diminuer leur consommation ou quoi que ce soit, mais comme parents. Et là-dessus, 30% des mères et 15% des pères. Et on dit aussi 32% des cas retenus en protection de la jeunesse pour négligence concernent des situations où le parent avait des difficultés de dépendance. Malheureusement, il y a uniquement 6% des... puis là, tu sais, les chiffres, là, vous voyez, ils datent de 2013. On va souhaiter qu'au cours des 2 dernières années, on a fait augmenter ce nombre-là avec tous les beaux programmes qui existent maintenant. Mais on sait que quand on regarde les centres de réadaptation en dépendance, il y a seulement 6% des organisations dont le mandat est de traiter la dépendance qui reconnaissent inclure d'emblée dans leur programmation des plans de traitement en lien avec la parentalité. C'est-à-dire qu'il y a on peut prendre l'exemple, là, puis on peut prendre l'exemple de n'importe quel centre de réadaptation au Québec, un adulte, parent, pourrait arriver en thérapie, en démarche au centre de réadaptation et qu'on ne traite en aucun moment de sa démarche sa parentalité. On ne traiterait que sa consommation, alors ça pourrait arriver, OK? Puis ça arrive encore définitivement, puis des fois, bon, pour plein de raisons. On sait aussi que dans ces 6%-là, 60% de ceux qui disent l'inclure dans leur programmation régulière traitent la consommation, mais de façon très informelle et de façon assez superficielle. Donc, on en parle. On l'a évalué en début de rencontre. On a dit, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez, je pense à l'IGT dans ma tête, établi des liens significatifs et durables avec vos enfants? Oui, non, bon, on en a parlé. OK? C'est un peu ça. Donc, pour aller plus en profondeur? Alors, mais on sait par contre qu'un parent qui est négligent ou un parent qui est dépendant et négligent, ce n'est pas parce que demain matin, il arrête de consommer qu'il sera plus négligent. OK? Donc, on ne peut pas faire ce lien de cause à effet-là entre la consommation. Évidemment, il y a des choses qui vont être mieux, on le souhaite, parce qu'il n'y aura plus de consommation, il n'y aura plus de préoccupation pour le parent, mais on ne peut pas faire l'équation de dire si j'enlève complètement la dépendance de la vie du parent, il va maintenant devenir un bon parent. Parce que là, je vous le rappelle, puis je pense que c'est ma prochaine... Ah, pas tout de suite. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des parents qui eux-mêmes ont peu de modèles parentaux positifs dans leur vie. Donc, comment faire avec un enfant, ils savent habituellement même pas. Puis même si vous les questionnez, ils vont vous dire qu'eux, comparés à leurs parents, ils sont d'excellents parents, là, parce que si vous aviez vu ce que moi j'ai vécu comme enfant. Fait que voyez-vous, c'est pas parce qu'on arrête de consommer que tout d'un coup, on va devenir habile. On sait que la prise de psychotropes va interférer directement avec l'exercice de la parentalité. On ne peut pas, comme je vous dis, faire de lien de cause à effet. Et malheureusement, encore aujourd'hui, quand on parle de parents dépendants, les gens tout de suite font une association. Tu es un parent dépendant, tu es automatiquement négligent envers tes enfants, ce qui n'est pas le cas dans la littérature. J'ai fait quelques études là-dessus d'ailleurs qui l'ont démontré. Il y a des parents qui sont dépendants mais qui ne se font pas enlever leur enfant. Ils ont des caractéristiques particulières, mais ça sera l'objet d'une autre présentation. On sait aussi qu'en l'absence d'aide appropriée, les difficultés qui sont liées à la dépendance peuvent effectivement devenir des éléments très stressants et affecter les capacités parentales des parents. Juste pour vous faire juste pour vous donner une petite indication, quand une collègue chercheur à moi, Karine Bertrand, qui avait fait, je pense que c'est dans sa thèse même, qui avait rencontré des mères dépendantes, puis il avait demandé le fait d'être parent. Est-ce que le fait d'être parent, ça fait en sorte que vous avez le goût de diminuer votre consommation? Puis elle a eu vraiment les deux réponses. Alors pour certains parents, le fait d'être parent, ça faisait en sorte que ça améliorait, puis ça leur donnait le goût de se prendre en charge, puis d'améliorer. Puis pour d'autres parents, ça les stressait tellement d'être parents, puis il y a tellement de culpabilité qui s'ajoutait à tout ça, qu'il y avait juste le goût de se geler un petit peu plus pour l'oublier. Fait que ça l'a... On peut penser, bon là, on va avoir un enfant, on va se prendre en main, ça y est, elle va arrêter de consommer. C'est pas toujours l'addition qu'il faut faire. Alors, je me suis amusée avec une de mes étudiantes et on vous a tracé un petit schéma que je vous dirais, qui exprime un peu ce que c'est à peu près les facteurs de risque qui interviennent dans la relation entre un parent dépendant
puis entre son enfant. Parce que moi, j'ai toujours la même chose. Si un parent dépendant avait un enfant doux comme un ange, qui dit jamais rien, pas de trouble, pas d'anxiété, pas à la limite, là, un bébé qui vient au monde en faisant ses nuits, des choses comme ça. Vous savez, tu sais, un miracle, là. Ben, si le parent dépendant avait un enfant de cette nature-là, déjà, son incapacité parentale serait beaucoup moins apparente. Malheureusement, de façon génétique ou de façon apprise, ce qu'on se rend compte, c'est souvent les enfants des parents dépendants présentent eux aussi certains troubles de comportement, anxiété, associés à plein de choses. Je ne vais pas le regarder en détail, mais je veux juste vous rappeler ici que du côté du parent, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent un historique aussi, eux autres mêmes, qui ont été placés dans une historique d'abus où leurs parents consommaient, puis bon, c'est une histoire qui se répète. Que la consommation chez un parent dépendant n'est pas nécessairement une problématique unique. Elle est souvent associée à d'autres choses. Ça peut être des conduites plus délinquantes ou des conduites plus dépressives, plus anxieuses, comme de l'anxiété, par exemple. C'est des personnes aussi, puis on le voyait dans les vignettes cliniques qu'on a proposées à vos intervenants, en fait. C'est souvent des parents aussi au plan relationnel qui s'entourent pas nécessairement des meilleures personnes qui pourraient les aider à sortir de ça. Donc, on va voir les mamans dépendantes aller en couple avec des papas dépendants, souvent violents, possessifs, jaloux, puis là, on augmente. Bon, vous la connaissez, l'histoire. Hein? Et du côté de l'enfant, bien évidemment, il y a des enfants qui ont pu être exposés intra-utérins à des effets de la consommation, donc qui arrivent déjà avec des conséquences, même avant d'avoir pris leur première respiration toute seule. C'est des enfants chez qui on va souvent diagnostiquer des attachements qui sont instables. Puis comme je vous disais aussi, c'est des enfants qui eux aussi présentent des difficultés. Donc le parent va souvent se retrouver à l'école, le parent, il y a tout ça là, qu'on se rend compte. La grande difficulté, c'est quand ces deux univers-là se rencontrent. Puis là, ce que ça fait, bien, ça fait un cumul de stress qui fait que souvent, ce qui va arriver, bien, le parent va arriver dans vos services, va être signalé, on va dire, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette famille-là, on va le signaler. Puis là, bien, il peut effectivement y avoir des étapes jusqu'à un placement de l'enfant. Ce qu'on ne souhaite pas, puis c'est pour ça que de plus en plus, on a intégré des programmes dans les différents milieux pour tenter le plus possible de séparer l'enfant de sa mère, en sachant que ça a des impacts très importants. Alors, comme on vous l'a dit en première partie, c'était vraiment deux volets d'une même recherche, mais quand même deux volets assez distincts. Le premier qui était sur la grille, puis le deuxième, c'est en force d'échange avec le milieu et tout, on s'est mis à dire, ça serait intéressant d'avoir accès au savoir expérientiel, finalement, des gens qui travaillent dans le programme Jessie pour savoir comment ils font les choses. Peut-être que dans un but ultime, pour faire une formation, quand des nouvelles personnes se joignent à l'équipe, peu importe, mais au moins essayer de comprendre comment les gens qui travaillent à Jessie utilisent ou comment leur jugement clinique se déploie, d'accord? Alors, qu'est-ce que le jugement clinique? Alors, il y a 4 éléments qui devraient sous-tendre le jugement clinique des intervenants qui travaillent auprès des familles les plus vulnérables. Quand on évalue, donc, la littérature nous dit quand on évalue un parent pour savoir si quelle décision clinique on doit prendre en lien avec la parentalité. Alors, la capacité du parent à prévenir les dommages chez leur enfant. Reconnaître les besoins. Est-ce que le parent est capable de reconnaître les besoins de son enfant, puis lui procurer un niveau de supervision approprié en fonction de l'âge de l'enfant, procurer une routine constante à son enfant et être émotionnellement disponible ou sensible à leur enfant afin de créer une relation parent-enfant. On n'a pas questionné les personnes qui ont participé à l'étude, on les a pas questionnées à savoir si c'est ça qu'ils regardaient, mais vous allez voir que quand on va vous montrer ce que les gens ont fait dans la pratique, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ça. Effectivement, si on vous demandait ce matin, c'est quoi les motifs pourquoi vous avez pris cette décision clinique-là, qu'est-ce qui vous a amené là, comment vous justifiez tout ça, les principaux intervenants, quand on le fait tout de go comme ça, ont beaucoup de difficultés à bien identifier c'est quoi toutes les étapes qui les ont emmenés à prendre leurs décisions. Nous, c'est ça à quoi on voulait avoir accès.
Alors, ce que c'est un jugement clinique, c'est un processus qui est cognitif, qui permet à l'intervenant de gérer les situations cliniques qui lui sont présentées. Alors, c'est un processus de résolution de problèmes, donc une activité, puis là, on vous emmène dans des sphères, une activité intellectuelle, en fait, par laquelle le clinicien va prendre l'information, va la synthétiser, va prendre toute l'information de la situation clinique, va la synthétiser, va faire des liens avec ses connaissances antérieures, effectivement, et puis les expériences aussi qui ont vécu. Vous allez voir là, je t'ai pour dire nos cobayes, mais ceux qui sont prêtés au jeu l'ont fait aussi. Puis les utilisent pour prendre une décision, puis un diagnostic de prise en charge ou non. Alors, rapidement, moi, on dirait que là, je vois type de raisonnement, puis j'ai un petit peu mal au cœur parce que depuis à peu près 2 semaines, moi puis Sophie, on codifie on codifie les raisonnements des intervenants qu'on a rencontrés, puis, tu sais, c'est jamais coupé au couteau un raisonnement clinique. Bon, ben, on est encore amis quand même. Ça, c'est bon. Ouais. Ça va. Ça va. On a 70% d'accords interjuges quand même sur notre codification, ce qui est vraiment pas mal. C'est pas pire. Alors, il y a différents types de raisonnements, puis on va y revenir plus tard pour vous donner des exemples de comment nos intervenants les ont utilisé leur raisonnement. Mais il y a d'abord le raisonnement pragmatique que je vais faire vite pour pas vous en mettre trop, puis on va revenir. Mais le raisonnement pragmatique, c'est vraiment un raisonnement qui tient compte de tout ce qui entoure la situation d'évaluation. Et donc, l'intervenant va considérer à ce moment-là l'environnement, le travail, les connaissances, les aptitudes personnelles, les valeurs, les ressources financières du parent pour essayer de baser sa décision clinique. Il y a le raisonnement narratif qui, lui, est défini par la capacité de l'intervenant plus à raconter l'histoire du parent. Alors, le pragmatique, ça, on avait de moins de misère. Le pragmatique, c'est vraiment quelque chose de plus détaché du parent, tandis que quand on va rentrer dans le narratif, qui sous-tend le procédural, le conditionnel, l'interactif, là, c'est vraiment la capacité, en tout cas, de l'intervenant à se mettre à la place du parent, de sentir comment va le parent. Ça, on est plus dans un raisonnement qui est narratif. Donc, l'intervenant qui est capable de raconter l'histoire du parent en incluant les 3 raisonnements que je vais vous présenter. Alors, on a un raisonnement qui est beaucoup plus procédural. Le raisonnement procédural, lui, il va mettre l'accent sur les incapacités du parent. OK? Donc, c'est tout le processus de collecte de données, séquence d'action, diagnostic, prescription, pronostic, mais plus en lien avec les facteurs de risque puis les incapacités du parent qu'on a devant nous. Alors que l'interactif, lui, pour sa part, ce qu'il va faire, il va plutôt s'arrêter sur la personne que sur ses incapacités. OK? Toi, tu dis que tu es interactif dans ton... Tu dois toutes les utiliser. Je ne veux pas te faire de peine, là, mais tu dois toutes les utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que l'interactif, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on va beaucoup plus s'attarder à la personne, sur ses incapacités. Vous allez voir tantôt, nos intervenants nous disent, là, je sens que la mère est triste. Quand elle fait ça, là, on est vraiment dans de l'interactif. On est capable de voir ce que la personne vit. Et donc, pour bien connaître la personne et tenter de voir l'incapacité, mais du point de vue du parent. Alors, les intervenants avec qui on a fait les entrevues, hein, il y en a, puisqu'il y en a dans la salle, fait qu'il y en a sûrement, là, je voyais qu'elle comprenait. Là, je voulais voir jusqu'où elle reconnaissait que sa situation peut poser des problèmes à ses enfants. Quand vous faites ça, vous faites du raisonnement qui est interactif. Puis ensuite, on a le conditionnel. Le conditionnel, c'est vraiment un raisonnement qui vient habituellement plus loin un petit peu dans la démarche de suivi. Les gens l'ont utilisé beaucoup moins, vous allez voir en proportion, mais c'est normal parce que c'est un raisonnement qui demande à l'intervenant d'anticiper, en fait, l'état du parent dans le futur. Alors, avec tout ce qu'on a fait comme raisonnement procédural puis raisonnement interactif, de dire qu'est-ce qu'on devrait faire avec le parent dans le futur, OK? Donc, si on vous avait suivi pendant, encore une fois, là, on l'a fait une rencontre d'accueil, mais si on vous avait dit, bon, ben, avec la personne que vous avez rencontrée, on va vous suivre 3, 4 rencontres, sûrement que plus on aurait avancé, plus on aurait vu de raisonnement conditionnel de votre part. Alors, on vous a mis un petit dessin juste pour vous illustrer un petit peu ce que c'est le raisonnement. Fait que vous voyez que
tout ça, dans le fond, tout se fait pas de façon détachée. Donc, quand on dit, moi, je suis interactif, on peut pas être juste une sorte. Fait qu'on est tout le temps plusieurs sortes, mais savoir où ça se situe dans notre raisonnement. Puis nous, c'était important. Ce qu'on voulait savoir, c'est de quel raisonnement les intervenants font usage quand ils veulent décider de la décision clinique. C'était-tu à toi, ça, Sophie? Je parle toujours de méthodologie. Oui, c'est toi. J'aime ça. Ça me détend. Donc il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était vraiment d'aller avoir une meilleure compréhension, comme on dit, du processus de prise de décision des intervenants. Ensuite de ça, on voulait aller voir c'est quoi les stratégies également qui permettent d'accéder aux informations utiles à la prise de décision. Donc, comment on a fait ça? Donc, on a fait ça à l'automne, donc septembre et octobre 2014. Ça aussi, c'est un projet qui a été accepté par l'éthique et tout ça. Donc, en tout, on a rencontré 8 intervenants du programme Jessie qui avaient soit participé au programme, le premier volet de l'étude, mais il y en a aussi qui se sont ajoutés qui n'avaient pas pu participer au premier volet. Puis, dans le fond, le seul critère qu'on avait, c'est qu'il fallait que les intervenants acceptent d'être filmés et enregistrés. Donc, vous allez voir les enregistrements aujourd'hui de tout le monde. Non. C'était la crainte un peu de tout le monde et on comprend. Puis, on va peut-être avoir des témoignages là plus tard, s'il y en a qui veulent se lancer, mais non. Vous allez voir, c'était très bien, en fait. Donc, les participants, en gros, c'était, surprenamment, la majorité des femmes, étaient en moyenne âgées de 40 ans. C'était toutes des personnes qui travaillaient à temps plein, en moyenne 16 ans d'intervention. Et pour le programme Jessie, c'était en moyenne depuis 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Donc, ça varie entre 6 mois et 5 ans. Puis, en général, c'était surtout des personnes qui avaient un diplôme de niveau baccalauréat. Donc, on sait ce qu'on a dit. Donc, ça, en gros, c'est notre population, les 8 intervenants qui ont participé à l'étude. Donc, c'est ça, c'est très difficile. On se disait, c'est difficile d'avoir accès à c'est quoi une stratégie d'intervention, qu'est-ce qu'on fait, comment on intervient, donc juste à y penser vous-même. Donc, OK, bon, avec ce participant, moi je mon chapeau de recherche, avec ce client-là, comment j'ai intervenu, c'est quoi les étapes que j'ai fait, c'est quoi les stratégies, c'est vraiment difficile à s'imaginer. Donc, pour nous aider à atteindre ce savoir-là, nous, on a décidé d'utiliser l'entretien d'explicitation. On va vous expliquer c'est quoi. En fait, ça a l'air complexe, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, c'est un entretien qui, si on prend la définition officielle, c'est un ensemble de pratiques d'écoute qui sont basées sur les grilles de repérage de ce qui est dit et de techniques de formulation de relance qui visent à aider, à accompagner la mise en mots d'un domaine particulier, l'expérience en relation avec des buts soit personnels ou institutionnels divers. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, l'entretien, c'est vraiment centré sur une description qui est détaillée d'une situation précise. Ça vise la verbalisation du déroulement de l'action et des informations. Donc, c'est vraiment axé sur les actions et les informations qui sont prises en compte. Donc, vraiment le processus qui est observé. Donc, si on regarde en détail tous les principes, ça va vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne. Donc, ça part du principe, par exemple, que ce qu'on fait, c'est une action qui est pré-réfléchie. Donc, c'est difficile de mettre en mots quelque chose qui est pré-réfléchi. Donc, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné pour faire cette démarche-là. Donc, ça met en question une mémoire qui est concrète. Donc, quand on pose une action, il y a plusieurs informations qui sont utilisées, puis il faut aller chercher ces informations-là. C'est une action qui est une connaissance en acte. Donc, c'est toujours un peu les mêmes principes. Donc, accompagner l'autre à rendre explicite qu'il ne sait pas qu'il sait. Donc, ça, c'est un peu ça, en gros. Donc, ça, c'est les principes. Il y a des techniques qui sont reliées à ces principes-là, qui sont peut-être plus concrets. Puis, c'est de s'intéresser aussi à la structure temporelle. Donc, il y a vraiment une chronologie des choses qui se déroulent lors d'une entrevue. C'est vraiment cette série d'actions-là qu'on s'intéresse. Il y a aussi le principe de la parole incarnée. Ça, je ne sais pas si tu l'as vu beaucoup, mais c'est donc de vraiment revivre le vécu d'action. Puis ça, on l'observe, par exemple, par des signes non-verbaux. Donc, la personne va regarder par terre, puis elle va expliquer ce qu'elle a fait. Puis ou le ton de la voix qui ralentit quand on utilise des verbes au présent. Donc, je fais ça au lieu, j'ai fait ça pendant mon entrevue. Donc, c'est des petits signes comme ça qui montrent vraiment qu'on est dans le présent du vécu.
Donc, il y a des informations satellites, il y a plusieurs informations quand on fait cette entrevue-là, mais il faut toujours recentrer sur le processus. Donc, pas dire « Ah, moi, comment je me sentais » ou « Comment qu'elle se sent ». Donc, vraiment se centrer sur qu'est-ce qui se déroule. Donc, les effets perlocutoires, ça veut dire, dans le fond, qu'il faut vraiment faire attention à la neutralité. Donc, c'est vraiment guider l'autre en restant vraiment au même niveau, à reformuler donc, c'est des reflets, mais vraiment neutres, de reprendre les mêmes mots que l'autre personne pour que, dans le fond, être un miroir pour le permettre de remettre en mots. Et granularité de l'action, c'est encore un peu... C'est des termes d'entretien d'explicitation. On a un beau vocabulaire après ça. C'est vraiment de découper, c'est ça, les actions, comme je disais, là, donc la structure temporelle. La granularité, c'est essayer de voir la plus petite partie de la réflexion, donc on questionnait, puis quand la personne, elle nous donne une réponse, on dit « mais encore ». Tu sais, j'ai fait ça parce que, OK, oui, comme ça, encore, mais encore. Puis là, on va aller chercher jusqu'à ce que la personne elle-même, elle soit quasiment obligée de se fermer les yeux puis de dire, OK, qu'est-ce que je suis allée chercher, là? Pour que Myriam, elle arrête de me poser une question. Mais, donc, c'est d'aller chercher le plus petit détail. Ce qu'on fera pas de façon très naturelle. Si on vous demande de nous raconter une situation vécue, vous allez y aller dans les grands détails. Bon, vous avez eu un accident, vous avez réagi de telle façon. Vous allez nous l'expliquer dans les grands détails. Puis là, si on vous ramène, vous allez voir, puis là, on dit, OK, mais là, qu'est-ce que tu as fait? Étape 1, étape 2. On vous oblige à le faire. C'est très difficile de le faire sans support visuel, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on filmait nos intervenants. Donc, en lien avec ça, les techniques, bon, il y a toujours des phrases qu'on répétait souvent, puis on leur disait, bon, mais c'est ça la technique, donc d'avoir un contrat de communication. Donc, je te propose, si tu es d'accord, de prendre le temps de revenir à la situation. Donc, ça. Oui. Après ça, on parlait comme ça. Donc, je te propose, Myriam, si tu es d'accord. Oui, puis là, je disais, non, je suis pas d'accord. Mais... ça finissait là. Puis quand on tape les verbatims, on n'est plus capable de s'entendre le dire non plus, je peux vous le dire. Oui, c'est ça. C'est le genre de phrases qui revenaient souvent, mais c'est dans le fond pour démontrer le respect puis donner toujours quand même le pouvoir, si on veut, à l'intervenant dans la situation. Donc, de toujours diriger vers une situation spécifique. Donc, pas aller de façon générale. Donc, là, à ce moment-là, quand la cliente est rentrée, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, encore une fois, le vidéo, ça l'aide beaucoup parce qu'on est vraiment situé dans une situation. Donc, utiliser des relances pour aider autant au niveau de l'acrologie, donc et ensuite, si on le dit. C'est quoi le mot qu'il ne fallait pas dire? Pourquoi? Donc, ça c'était... Là, j'étais là, je le sais plus! C'était le mal. Donc, après ça, les actions, donc vraiment... Dès qu'il y avait un verbe, il fallait qu'on accroche le verbe. Donc, c'est quoi? Pourquoi tu as fait cette action-là? Non, pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Que fais-tu ici? Pas pourquoi. Non. Donc, il y avait beaucoup de résumés, des informations qui étaient utilisées. D'amener l'autre en évocation, donc de l'amener dans cette situation-là, d'être vraiment concentré, de remettre dans le présent. Canaliser avec les mots, donc toujours être en accord, autant postural avec le rythme, le ton, avec la personne qui est avec nous. De le ralentir aussi à quelques moments, ça, il fallait le dire aussi. Donc là, on va vous arrêter à certains moments. Surtout, on regardait l'entrevue, donc on l'arrêtait à différents moments. Donc, il faut quelquefois s'insérer dans le discours de l'autre. Et bon, encore, c'est ça ce qu'on disait tantôt, étape sous étape, micro-étape, jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Donc, on pourrait juste comme rapidement, là, 2 petites minutes, vous demander d'apprendre cette grille par cœur, s'il vous plaît. Regardez ça, là, puis dites-nous. Un petit 2 minutes. La grille. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter la grille? Est-ce quelqu'un qui veut se lancer? 57, 29, 41. 11, 6, 3, 12. Il t'en manque 2. Oui, il m'en manque 2, 18. Bravo! Alors, si on voulait utiliser, puis là, c'est sûr que c'est de la base, là, mais si on voulait l'utiliser, on te demanderait comment as-tu mémorisé la grille? Par colonne, j'ai regroupé des chiffres 57, 29, 41, je me suis dit 18. 18, là, 11, 12, c'était plus compliqué, fait que j'ai dit 11, 6, 3, 12. OK. Donc, tu as fait toi, t'es Par colonne, puis j'ai essayé de faire des associations pour faciliter les chiffres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres stratégies pour mémoriser la grille?
Moi, j'ai pris les coins. OK. Les centres, puis il me restait les deux. OK. C'est tellement différent d'elle que j'aurais pas pu nommer parce qu'à partir du moment où elle a levé les 57, 29, que je t'ai perdu. Ouais. Mais là, 5, 4, 11, vous avez tout mis. OK, mais en partant par les coins puis en venant au centre. OK, oui? De manière horizontale, en essayant d'intégrer, il y avait le 7, 6, 1, 7.6 égale 1. OK. OK, fait que vous avez fait des soustractions. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu d'autres stratégies? Moi, j'ai adopté la même stratégie. En faisant des soustractions, essayer, puis après ça, en essayant de soustraire. OK. Moi, je fais vraiment simplement, je suis là à l'horizontale, puis je l'ai chanté au matin. Tu l'as chanté. C'est la technique à Clémence aussi. Moi, je fais des percussions, je l'avais dans le rythme. Moi, je suis mathématique, je faisais comme Louis Vincent. Voyez-vous, tout ce qu'on veut vous démontrer ici, c'est que si on avait fait une entrevue d'explicitation avec vous, on se serait assis et pendant plusieurs minutes, on vous aurait nous faire expliquer comment vous l'avez fait, jusqu'à temps qu'on comprenne chacune des étapes que vous avez prises pour arriver à votre résultat. OK? Et donc, c'est vraiment un processus qui est cognitif. C'est vraiment, on le fait par étapes. Quand on a eu notre formation, l'exemple qu'elle nous a donné, qui était assez drôle aussi, elle nous dit, vous pouvez essayer de la faire, c'est combien de fenêtres avez-vous dans votre maison? Combien de fenêtres avez-vous dans votre maison? OK. Fait que là, vous avez tous des nombres différents. Vous avez là, OK, bien, combien d'entre vous avez compté les fenêtres par l'extérieur de la maison? OK. Combien l'avez compté par l'intérieur? Combien avez commencé par le haut de la maison? Par le bas de la maison? Voyez-vous ce qu'on est en train de vous dire? On décortique chacune des étapes que vous faites dans votre tête pour arriver à une question qui est simple, comme combien de fenêtres dans votre maison. Là, on peut vous dire que ce qu'on a fait faire à nos intervenants, c'était beaucoup plus complexe que ça, mais ça partait exactement du même principe. OK? Fait qu'on continue. On vous explique maintenant ce qu'on a fait concrètement. Bon. Donc, c'était 3 entrevues, en gros, qu'on a faites. Donc, la première, c'était l'enregistrement vidéo de l'entrevue évaluative. Donc, la veille ou la fin de semaine avant, quelques jours avant, on envoyait la vignette clinique aux intervenants qui venaient nous rencontrer. On leur dit qu'ils étaient libres d'utiliser les stratégies d'entrevue de leur choix au cours de leur entrevue évaluative. Il y avait 2 vignettes, soit celle de Julie ou de Geneviève, qui avaient une histoire différente. Puis chaque vignette était jouée par une comédienne qui venait. Donc, on avait notre Julie, on avait notre Geneviève, puis c'était moitié-moitié. Donc, on a réparti ça aléatoirement. Donc, c'était enregistré, en fait, c'était pas filmé, donc on voyait pas l'intervenant, c'est une perspective subjective. Donc, dans le fond, la caméra était dans l'angle de vue de l'intervenant. Donc, tout ce qu'on voyait quand on regardait l'enregistrement, c'était la comédienne. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir le champ de vision. Puis, en général, l'entrevue, c'était 30 minutes à 1 heure. Ensuite de ça, petite pause et on se lançait dans l'entretien d'explicitation en tant que tel. Donc, moi ou Myriam, dans le fond, nous, on écoutait l'entrevue en même temps, simultané, puis après ça, on allait les rencontrer, puis on faisait l'entretien. Donc, dans le fond, on a fait un peu cette stratégie-là, on a visionné l'enregistrement vidéo. Donc, c'était vraiment de repositionner la personne dans son expérience telle qu'elle l'a vécue. Là, c'était quand même récent, il venait juste d'être fait, mais quand même, ça nous a permis vraiment de détailler le déroulement de l'action. On a pris les principes et les techniques qu'on vous a nommés un peu plus tôt, puis on a enregistré ça sur support audio. Donc, en moyenne, ça, c'était plutôt 1h30. Donc, c'était quand même assez long. C'est quand même difficile aussi. Je pense qu'après ça, ça demande beaucoup de concentration. Donc, c'était quasiment ça qui était plus difficile que l'entrevue en tant que telle. Ensuite de ça, une semaine après, j'ai pas fini, excusez, donc les objectifs, bon, c'est ça, c'est un peu répété, mais c'est de verbaliser les actions cognitives, recréer l'expérience complète en demandant à l'intervenant d'expliquer chacune de ses actions, identifier les moments critiques de l'entrevue, est-ce qu'il y a des moments où il savait quoi faire ou d'autres moments qu'il ne savait pas, donc il y avait différentes questions comme ça qu'on demandait à la fin, puis s'il y avait des liens, des fois aussi cliniques avec ce qu'ils connaissaient déjà de leur expérience passée.
Puis après ça, la semaine suivante, on avait un rendez-vous la semaine d'après. Nous, on faisait un peu une synthèse de ce qui avait été fait. Donc, le déroulement de l'entrevue, on faisait une synthèse à l'aide d'un schéma. Donc, chaque intervenant a eu un schéma individuel. Ensuite, il y avait l'entrevue confirmatoire qui était moins longue, c'était à peu près une demi-heure, c'est une semaine après. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on reprenait la synthèse qu'on avait faite avec l'intervenant, puis lui, il nous disait qu'est-ce qui était à changer, ça amenait soit des modifications, des précisions, donc ça nous a permis vraiment de s'assurer que ce qu'on avait préparé, bien, cette personne-là s'y retrouvait en fait. Donc, ça aussi, on a enregistré en audio, puis ça, c'était une trentaine de minutes. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu comme 3 niveaux d'analyse. La première analyse qui était comme au niveau individuel, donc le schéma individuel. Ensuite de ça, on a pris tous ces schémas-là, puis on a fait une schéma plus synthèse. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et également, après ça, on a fait c'est ce qu'on a, nos occupations des dernières semaines, les verbatims. Donc, c'est comme le texte des entrevues. Puis là, on était allé chercher, OK, quel type de raisonnement, à quoi c'est associé exactement. Donc, on va parler aujourd'hui des schémas synthèse puis des raisonnements cliniques. On l'a vu, oui. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, OK, pas pour vous, pour moi. On va lever la lunette vers le haut. Donc, en fait, ce que ça nous a permis de faire, Sophie vous le disait, nous, ce qu'on a décidé de faire pour refaire l'entrevue une semaine après, c'est vraiment de schématiser les choses, pour schématiser les informations recueillies pour tenter de leur donner un sens, puis aller voir si ça faisait du sens, effectivement, pour les personnes qui l'avaient vécu puis qui nous avaient donné l'information. Quand, au sortir de tout ça, là, on a eu donc 8 beaux schémas, mais là, un jour, il a fallu ramener ça à un schéma. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment divisé d'abord la rencontre en 4, on a mis la lecture de la vignette clinique, mais après ça, en 3 zones distinctes dans le processus de l'entrevue. Alors, toutes les entrevues qu'on a regardées pendant cette période-là, il y avait une accueil, il y avait un déroulement principal, puis il y avait une clôture d'entrevue par le clinicien, parce qu'il s'arrêtait juste à partir du moment où il voulait bien s'arrêter. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des grands thèmes qui reviennent. Donc, tous les intervenants, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'à l'accueil, ce qu'on fait, là, on va d'abord comme accueillir le parent. Mais on peut peut-être passer, parce qu'après ça, OK. Je vais revenir à chacune des étapes en vous disant spécifiquement ce qu'ils ont fait les intervenants. Alors, d'un commun accord, là, quand on regarde ce que les gens nous disent qui sont leurs principaux objectifs de la première rencontre, c'est évidemment la prise de contact, la présentation du programme, établir le lien de confiance avec son parent, évaluer puis travailler la motivation de la mère ici, mais du parent de façon générale dans Jessie, évaluer la compréhension de la mère de sa situation, la rassurer, identifier avec la mère ce qu'il y aura à travailler et comprendre la situation. Ça, c'est les objectifs que les gens nous donnaient pas mal sur leur première rencontre. Il faut rappeler que c'est ça, dans le fond, c'était comme une première rencontre pour tout le monde, donc c'est comme ça qui était présenté. Ils nous ont dit aussi, les intervenants, qu'il y avait des choses absolument à éviter dans une première rencontre, Jessie, avec le parent. Donc, on va d'abord éviter la confrontation dans cette première rencontre-là. On va éviter de culpabiliser ou d'effrayer la mère. On va éviter la triangulation, éviter d'entrer trop rapidement dans le sujet, éviter de cacher des choses. Comme intervenant, on se doit d'être très transparent. Éviter d'aller trop rapidement dans l'émotivité de la mère. Éviter de menacer, par le retrait des enfants, évidemment. Éviter de faire perdre la face à la mère. On va préserver l'ego de la mère pendant cette rencontre-là. Éviter les monologues d'intervenants qui relatent des faits. Éviter de nommer les choses à la place de la mère et éviter la complaisance, la fausse gentillesse. Ça vous met beaucoup d'objectifs pour une première rencontre. Mais ils nous ont dit ce qu'on devrait faire absolument. On devrait reconnaître et insister sur les forces de la mère. À partir des forces, créer un levier à l'intervention. Trouver ce qui accroche la mère et lui en parler. Poser un cadre, mettre ses limites comme intervenant. Documenter les différents aspects de la situation, même s'il n'y a pas de fil conducteur logique pour cette première rencontre-là. On va, souvent les intervenants nous disaient, on va aller chercher plein d'informations, on va semer des petits grains, là, puis on va y revenir plus tard. Mais là, je suis pas en train de faire une évaluation très exhaustive de chacun des points. Écoutez,
Observer le non-verbal et les silences, noter les contradictions de la mère et aborder les principaux thèmes issus de la demande de service. Et là, ensuite de ça, ils nous ont dit, première chose, on doit accueillir le parent. Puis là, vraiment, on les a questionnés sur comment vous faites ça, accueillir le parent. Voici ce qu'ils nous ont dit. Se présenter et identifier son rôle. Alors, c'est là qu'on va dire vouvoiement, tutoiement. Vous êtes qui? Êtes-vous des centres jeunesse? Êtes-vous du centre de réadapte? Vous êtes éducateur? Vous êtes qu'est-ce que vous faites comme travail? Mentionner les faits du signalement de la demande et mentionner la présence de la consommation. Donc, on part, on commence. Il y a consommation, c'est écrit dans la vignette clinique et on l'annonce, on le nomme aux parents. Donc, être transparent. Faire comprendre aux parents qu'on connaît une partie de sa situation. Pas faire à semblant c'est nouveau, puis on va apprendre à se connaître. Il y a des choses que vous savez. Expliquer la confidentialité entre les différents acteurs impliqués. Favoriser l'ouverture du parent. Donc, entrer en matière via les enfants. C'est toujours pour le parent un peu moins menaçant que par sa situation à lui. Les gens nous disaient, parce que c'est bien connu, les parents dépendants, puis la mère, la jeune fille sur la vidéo tout à l'heure le nommait très bien, ils aiment leurs enfants, les parents dépendants, là. C'est pas pour faire du mal à leurs enfants qu'ils consomment, évidemment. Mesurer le niveau de confort de la mère. Alors, nommer clairement les choses, questionner la mère sur comment elle se sent. Deuxième partie de l'accueil, les intervenants ont dit qu'il fallait qu'ils expliquent bien le programme, puis qu'ils vérifient les connaissances de la mère par rapport au programme, comment ça va se dérouler, parce que là, ils nous ont tous dit que ça, Jessie, c'était une grosse machine, puis que des fois, les parents, ils se perdaient entre les intervenants. Donc, s'assurer que la mère comprend les services, expliquer les rôles des différents intervenants, évaluer ce qu'elle a retenu de la première rencontre, s'il y a eu une première rencontre, je me souviens plus comment vous l'appelez, mais il y a une première rencontre, et revoir les différentes étapes de la démarche, donc les étapes qui ont eu lieu avant la rencontre. Et là, on s'en va dans le cœur de l'entrevue. Et là, les gens, ils ont dit, il faut qu'on évalue le niveau d'engagement, de motivation du parent. Absolument. Voyez-vous, on n'est même pas encore rendu à documenter comment je dirais, la compromission des enfants. Là, on n'est pas là, mais ça va arriver tantôt. Mais là, on est vraiment à la motivation de la mère. Alors, on va questionner l'engagement vis-à-vis des enfants. On va des actions concrètes. Donc, écouter comment le parent décrit ses enfants, des qualités, des défauts, écouter les difficultés avec ses enfants que le parent nomme, sentir l'émotion du parent face aux enfants. On va questionner les comportements des enfants avec les parents. On va questionner la présence d'activités avec les enfants. On va questionner le rôle de parent, ce qui va bien, aussi ce qui va moins bien. Comment lui, il est comme parent. Questionner ses forces de parent. Vérifier la disponibilité de la mère par rapport aux enfants, ce qu'elle fait, ce qu'elle reconnaît, utiliser le bien-être des enfants comme des leviers importants au changement. Et renforcer la motivation, encourager le témoignage reflet de ce qu'elle vit. Ensuite de ça, on passe à évaluer la présence de collaboration, de réceptivité du parent. Donc, évaluer la capacité de mobilisation du parent, évaluer comment le parent se sent par rapport au programme, ce que le parent a envie de faire, voir ses capacités à chercher des solutions. Et tout ce que je vous nomme là, il faisait tout ça à peu près en 1 heure, là. C'était fantastique. Donc, vérifier, s'assurer de la réceptivité du parent, rapporter les faits, vérifier l'accord ou non du parent, ouvrir des portes, des possibilités d'action du parent. Évaluer comment apprivoiser le parent de manière verbale et de manière non verbale. Rappeler l'engagement qui est nécessaire pour être dans le programme Jessie parce que c'est quand même un programme qui est assez intensif. Rappeler l'intensité donc et rappeler l'importance de collaborer. Et certains nous disaient, il faut chercher à toucher le parent pour augmenter sa réceptivité. Alors, lui, rappeler ses forces, rassurer sur l'aide qu'il va recevoir, préserver le parent. Donc, puis certains nous disaient juste qu'il faut faire attention au vocabulaire, faut pas se placer comme dans une position haute, faut faire attention à notre vocabulaire. Ensuite de ça, on va évaluer la compréhension et la reconnaissance du parent quant à sa situation familiale. Donc, explorer les différents éléments de la vignette clinique avec le parent, prendre des éléments un à la fois, sans s'éparpiller, faire des liens avec le dossier, écouter le discours de la mère, laisser parler les parents plutôt que de dire les choses, poser des questions qui sont ouvertes, utiliser des questionnements plutôt que des affirmations et se mettre dans la position du parent. C'est donc pas...
C'est donc pas pour rien qu'on a trouvé du raisonnement interactif. Et analyser le non-verbal. Vérifier si le parent admet ses difficultés. Alors ici, en comparant le discours, la perception du parent versus les informations qu'on a au dossier. Et au besoin, rappeler que c'est une mesure qui est volontaire. Dans les étapes de déroulement, après, là, ce qui venait, c'est là, on vient de parler d'un thème qui pouvait peut-être ébranler le parent. Puis là, nos intervenants, ils ont dit, fait que là, on va aller leur mettre en confiance. Hein, il y en a qui nous ont dit, moi, je passe d'un sujet, on se déstabilise un peu, on rassure. On déstabilise un peu, on rassure. OK? Donc, on va passer d'une étape à l'autre. Donc, ici, là, on met le parent en confiance. On vient un peu de le questionner sur sa situation. Peut-être qu'il y a des choses qu'il voulait pas nous dire ou on a posé des questions, des choses qui le faisaient culpabiliser, puis là, on va retravailler la confiance. Donc, rassurer le parent. Les intervenants utilisent parfois leur expérience avec d'autres parents pour ce faire. Vont rappeler l'objectif du programme Jessie, qui est soit de maintenir les enfants à domicile et normaliser avec le parent ce qu'il vit. On va tenter d'amoindrir la méfiance du parent, faire en sorte qu'il se sente important, reconnaître, nommer la tempête que le parent traverse, se servir. Les intervenants ils disaient souvent, vu que nous on va installer la relation de confiance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du juge comme l'instance suprême s'il y a des choix qui sont décidés. Fait que nous, ça nous dégage un peu de ce rôle-là, peut-être un petit peu moins le fun. Démontrer aux parents qu'on va l'aider. Alors, des exemples de soutien qu'on peut lui apporter. Faire sentir aux parents qu'on est là pour lui. Donc, offrir de l'aide concrète et laisser sous-entendre qu'il y a des solutions et considérer le parent, prendre soin du parent. Responsabiliser le parent. Alors, ce qu'on veut voir ici, c'est voir si la mère se sent coupable ou responsable de la situation. Le refléter sur l'importance des responsabilités de la mère. Donc, il n'y a pas personne qui comptait, si on essaye de rassurer la mère, mais quand même les gens disaient, oui, mais il y a quand même une situation difficile, puis on va la nommer, la situation difficile, on va pas tourner autour du pot non plus. Alors, remettre la responsabilité à la mère. Ensuite de ça, documenter la consommation de psychotropes. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais donc, parce qu'on sait qu'il y a consommation, donc aller voir de quelle façon ils consomment, noter les incongruences s'il y en a, et si possible, identifier les buts de la consommation, tout ça, bien évidemment, sans confrontation. Ensuite de ça, faire ressortir, questionner l'impact de sa consommation de la mère, donc principalement sur les enfants et amener la mère à comprendre l'importance de la situation. Questionner non seulement les actions, mais aussi les émotions du parent par rapport à la situation et essayer de diminuer au-delà, parce que là, on va vous avoir nommé des impacts, essayer de diminuer la culpabilité que le parent peut ressentir. Donc, évaluer ici l'ouverture du parent à travailler sur, tantôt c'était de travailler de façon générale dans Jessie, puis ici plus spécifiquement sur sa consommation. Et c'est à ce moment-là qu'on va départager les rôles entre les gens qui viennent des centres jeunesse versus ceux qui viennent du CRDM. Expliquer les avantages de Jessie, documenter l'objectif du parent dans le programme Jessie et de faire comprendre qu'il faut qu'il s'implique s'il veut que ça fonctionne. Ensuite de ça, documenter les possibilités de soutien. Alors, on va évaluer le soutien disponible dans l'entourage immédiat du parent et on va confirmer, parce qu'on a des informations au dossier, on va confirmer ou infirmer les informations au dossier. Et déjà, s'il y a des besoins urgents et rapides, on peut déjà, dès la première rencontre, les intervenants disaient offrir des petites solutions. Là, je pense entre autres, pour protéger les enfants, pour soulager le parent, je pense entre autres à une maman ici, là, où à peu près tout le monde y a parlé de la possibilité d'un service de garde, parce que bon, elle avait la responsabilité, etc., des enfants. Ensuite de ça, on va vérifier les besoins du parent par rapport aux enfants. Alors, non seulement on dit tu as un rôle à jouer, mais on dit peut-être que toi, tu as des besoins pour t'aider avec tes enfants. Donc, vérifier les besoins des enfants avec le parent, voir si le parent il a une vision réaliste, puis il connaît bien le développement de son enfant, puis les besoins de son enfant. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec le parent. On veut savoir s'il est conscient de ce que son enfant exige comme soin. Et là, on rentre dans la partie qui clôture ce que nous disent nos intervenants. Donc, on va préparer notre prochaine rencontre.
On va résumer la situation, rappeler les personnes qui sont impliquées, rappeler les procédures d'évaluation, établir les priorités, puis, s'il y a lieu, établir le calendrier des rencontres. On va vérifier si le parent a des inquiétudes à la fin de cette rencontre-là. Donc, ça fait 1 heure qu'on se parle, là. Comment tu te sens? Comment ça va? Donc, demander aux parents s'il y a des questions. On va faire, les intervenants disent qu'à ce stade-là, ils font l'auto-bilan, des fois, mais c'est surtout quelque chose qu'ils font dans leur tête à ce stade-ci. C'est pas quelque chose qu'ils font avec le parent, mais ils vont faire l'auto-bilan de la rencontre. Donc, avant de mettre fin à la rencontre, s'assurer qu'ils ont fait le tour de l'ensemble des questions qu'ils voulaient poser et de voir si tout est sous contrôle puis qu'on peut arrêter l'intervention. Mais c'est quelque chose vraiment que ça, ils font dans leur tête. Rappeler les services et vérifier la compréhension du parent. Donc, donner un numéro de téléphone, rappeler les disponibilités, les possibilités d'aide, rappeler la notion de volontariat et vérifier, encore une fois, le volontariat du parent. Par exemple, là, t'es prêt, tu t'embarques, etc., etc. Et enfin, on dit finaliser la rencontre. Pour tous les intervenants, un point très important, finaliser la rencontre, il fallait conclure positivement la rencontre. Voilà. Fait que ça a été, je vous dirais, l'ensemble de nos 3. Puis là, tu sais, je me dis, je vous le dis, vous l'entendez. Puis là, je voyais des têtes qui faisaient oui, oui. Je pense pas que je vous apprends rien de neuf. Je pense pas que je vous apprends, tu sais, je pense pas que toutes les choses-là, sans doute que vous les faites vous-même. Mais ce que ça nous donne accès ici, c'est de le confirmer. De confirmer, oui, c'est ça qu'on fait. Oui, c'est ça les étapes qui se produisent quand on fait la première rencontre avec un parent qui est consommateur. Donc, je pense que c'est des choses que vous faites peut-être de façon très, très naturelle, en fait, quand vous faites votre intervention. D'ailleurs, il y a des intervenants qui nous l'ont dit, mais c'était juste de mettre des mots sur chacune des étapes qui étaient construites. Puis là, savoir que ça, c'est pas une personne, c'est 8 personnes qui sont arrivées à cette conclusion-là. Donc, en ce qui concerne les raisonnements cliniques en tant que tel, quand on regardait le texte, dans le fond, les interventions, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de pragmatique, donc qui est comme un peu la base d'une entrevue, suivi d'interactif, qu'on s'attendrait à avoir également, de procédural, du narratif et du conditionnel, qu'on a moins, là, comme on expliquait plus tôt, là, puisqu'on est à une première étape. Donc, on va vous donner quelques verbatims, des exemples plus concrets de qu'est-ce qu'un raisonnement qui est pragmatique. Par exemple, je ne vais peut-être pas toutes les nommer parce que le temps file, là, mais je veux savoir ce que l'on a dit par rapport au programme Jessie, parce que des fois, il y en a des parents qui ne maîtrisent pas bien et qui n'ont pas la bonne information. Donc, c'est vraiment s'intéresser au contexte, à l'environnement de la situation d'intervention. Autre exemple, j'ai également utilisé l'histoire de vie pour les mettre en contexte au niveau légal et au niveau des interventions qu'on pouvait leur offrir. Quand on parle de narratif, donc, c'est comment la personne va parler du parent qui est devant elle. Donc, j'ai trouvé une mère qui était prête à s'impliquer, qui était collaborante avec la DPJ, un père qui, malgré ses difficultés, est impliqué. Ce que je comprends, c'est qu'elle me dit qu'elle a l'impression d'être pognée ici, mais c'est pas de sa faute. Je sais très bien qu'elle a une part de responsabilité. Elle a laissé ses enfants avec monsieur, qui est quand même le père de l'un, mais dont elle savait qu'il y avait des problèmes de consommation, qu'il pouvait laisser les enfants tout seuls. Si on prend un autre exemple, plus procédural, donc c'est vraiment plus au niveau de l'incapacité du parent, qu'est-ce qu'on va faire, des hypothèses qu'on va les confirmer. Donc maintenant, je porte attention à la fréquence. Je me demande si elle faisait les parties toutes les fins de semaine. Je voulais savoir quand est-ce qu'elle consomme, comment et pourquoi. Là, j'étais dans la description de la consommation. Donc c'est vraiment pour essayer de comprendre, faire des hypothèses pour voir c'est quoi ces facteurs de risque et tout ça. Quand on est plus dans l'interactif, les exemples qu'on avait, c'était par exemple, je regarde son non-verbal. Par exemple, si je parle de la situation de compromission, qu'elle se met à soupirer, ça va être plus difficile à voir. Alors, on va y aller avec des pincettes, voir comment son corps réagit, me donne un indice de ce qui va être plus difficile à aborder ou pas. Quand elle a pleuré tantôt, nos comédiennes pleuraient. Hein. Donc, ils se donnaient. Donc, je l'ai sentie vulnérable, pas méfiante. Si j'avais senti la méfiance, je l'aurais nommée tout de suite. Elle est plus vulnérable que méfiante. Donc, tu sais, c'est vraiment dans le sentir, comment que le client se sent à ce moment-là. Et conditionnel. Donc, il y en avait moins, mais il y en avait quand même à certains moments. Donc,
par exemple, oui, il y a quelques affaires comme l'alcoolisme et la non-reconnaissance des impacts sur le bébé, mais elle s'est livrée quand même assis, puis elle est capable de faire des liens. Je crois que ça va être quelqu'un avec qui il sera agréable de travailler, un bon pronostic. Donc, c'est vraiment dans la capacité de se projeter dans les succès et les difficultés qu'il y aurait plus tard. Moi, j'irais tout de suite parce que là, la dame de la caméra va nous frapper à la 106. Donc, mais on vous avait montré juste des exemples pour vous dire, regardez, quand on fait la codification, comment le raisonnement, on n'est pas toujours pragmatique ou narratif mais voyez-vous comment vos raisonnements cliniques, eux, s'interfèrent comme ça. Puis c'est ce qu'on voulait vous montrer, mais j'imagine que le PowerPoint sera disponible. Et envoyé par courriel. Voilà. c'est ça, donc. Si vous le permettez, mesdames. Bien sûr. Ça s'enchaîne bien. Tu sais, donc, c'est ça, c'est un peu l'exemple, les trois cercles qui s'entrecroisent. C'est pour montrer que tout est relié également, puis qu'on saute facilement d'un raisonnement à l'autre. Puis il y avait également beaucoup de généralisation, donc le fait de se référer aux expériences et connaissances intérieures, ça c'était très présent aussi. C'est un peu une sorte de raisonnement qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est vraiment sous-jacent à tous ces types de raisonnements-là. Donc ça, on a eu plusieurs exemples également. Donc, au niveau des constats généraux, c'est ça. Donc, comme on a dit plus tôt, c'est une première rencontre. Donc, évidemment, on a plus de raisonnement pragmatique. On s'assure que le contexte est bien couvert, qu'on a toutes ces informations-là. Il y a beaucoup de raisonnement interactif aussi. Donc, c'est que le client est central dans cette intervention-là, ce qui n'est pas surprenant non plus. Et donc, il y a beaucoup de raisonnements qui sont utilisés de façon simultanée puis qui s'influencent également mutuellement. Donc, on peut se demander, OK, c'est ça l'intervention, mais ça peut être comme ça dans d'autres domaines également, mais qu'est-ce qui pourrait être plus particulier à Jessie? Par exemple, au niveau pragmatique, donc c'est sûr que le fait de faire partie de Jessie, ça fait qu'on parle plus de tout le travail d'équipe. Ça, c'était important pour tout le monde de vraiment parler qu'on est une équipe. Puis il y a même des fois des personnes qui étaient, OK, normalement, je suis habituée d'être avec mon équipe, mais là, dans le contexte de la situation, de la recherche, il était seul. Donc ça, c'était quelque chose de central. Parler aussi de la réduction des méfaits, qui est vraiment le contexte de l'intervention. C'est ce qui est particulier à l'intervention dans Jessie. Au niveau interactif, ça ressort beaucoup que les intervenants utilisent ce type de raisonnement, puis c'est dans le fond un peu la philosophie de la réduction des méfaits, la philosophie du programme Jessie. Donc, c'est l'alliance avec le parent qui est important, donc c'est pas surprenant. Et la généralisation, donc le fait d'avoir cette expérience-là avec des parents dépendants, c'est vraiment des informations qui ont aidé, puis qui ont été à travers tout le processus de l'intervention pour nos intervenants de Jessie. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là, malheureusement. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'était les forces, les limites. Donc, c'est sûr qu'on a dit un peu tout au long. Puis, voilà. On finit ça. Oui, on va s'arrêter là. Avec des présents résultats, ce qu'on pourra faire, c'est que c'est sûr que ça pourrait être utilisé, le schéma synthèse, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce schéma-là pour pouvoir présenter un exemple de l'intervention lors d'une première rencontre. Puis, ça pourrait être intéressant peut-être aussi d'utiliser l'enregistrement en perspective subjective. Il y en a qui ont soulevé des intérêts à ce niveau-là, donc au niveau du soutien clinique, parce que ça permet vraiment de te voir en action. Donc, voilà. Effectivement, nous, ce qu'on s'est rendu compte en faisant l'entrevue avec les personnes après, nous, le but, évidemment, c'était une recherche c'était le moins subjectif de notre part possible, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à utiliser sous forme de supervision clinique, effectivement, à plus long terme dans les milieux, parce que ça permet vraiment à la personne, il y a des perles qui sont sorties de là, des personnes disent « Ah là, je me suis mis le pied dans la bouche. Ah là, non, on fait pas ça. Ah là, je parle beaucoup trop. Ah là », puis capable de voir aussi comment prendre du recul par rapport à ça. Fait que ça, c'est toutes des données qu'on vous a pas présentées, mais à travers le raisonnement, il y a toujours aussi une auto-évaluation de ce qu'on fait avec le client. Fait que cette technique-là peut être fort intéressante en ce sens-là aussi. Puis autant dans le positif, là, de dire mais ah oui, il y en a qui nous... je sais vraiment où je m'en vais. Oui, il y en a qui disaient c'est très clair, je pensais pas que j'étais claire de même, je sais où je m'en vais, tu sais, c'est comme fait que oui, autant dans le positif, tu as raison de le dire. Oui. Voilà.